Influence. Est-ce que l'ordre de naissance dans votre famille influence votre personnalité, votre intelligence ou encore votre salaire? On y répond dans cette vidéo et on répond même à d'autres questions qu'on s'est tous déjà posées. Quel est l'impact de votre apparence physique sur votre vie? L'impact de votre taille, votre date de naissance, votre nom de famille ou encore la hauteur de votre voix? Let me tell you about a voice. On analyse les meilleurs articles scientifiques du domaine, les résultats sont bluffants. Générique. Est-ce que la place à laquelle on est né parmi ses frères et sœurs a une influence sur notre personnalité? Cette question fascine et tout le monde a son avis, surtout depuis que le psychiatre Alfred Adler a tenté d'apporter une réponse il y a environ 100 ans. Selon lui, pour un aîné, la naissance d'un frère ou d'une sœur le prive de l'attention complète de ses parents, ce qui le rend plus conservateur et le pousse à imiter les personnes plus âgées. Les cadets cherchent l'attention en rivalisant et les derniers de la fratrie sont plus choyés et protégés. Simple, basique. Mais surtout, les recherches ont depuis montré que c'est complètement faux. Cette étude de référence sur des familles en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis conclut qu'il peut certes y avoir une différence minime sur le QI de l'ordre de 1% en faveur des aînés, ça leur fera plaisir, mais l'information essentielle, nous n'avons trouvé aucun effet de l'ordre de naissance sur le niveau d'extraversion, sur la stabilité émotionnelle, sur l'agréabilité, la conscience ou encore sur l'imagination. On a aussi 7 gigantesques études sur plus de 377 000 lycéens et lycéennes américains issus de familles de toute taille et de tous les milieux sociaux. Conclusion de Rodica Damian, l'autrice principale, l'association entre l'ordre de naissance et la personnalité est aussi proche de zéro qu'il est possible de l'être. Plein d'études récentes confirment les résultats, mais les théories d'Adler continuent à former une idée reçue hyper tenace. Damian parle même de théorie zombie parce qu'elle ne meurt jamais, elle revient sans cesse. Est-ce que vous pensez que ça a une influence sur votre personnalité dans la vie? Oui. Tout à fait. Yeah, for sure. I'm the youngest. I have 2 older brothers. I don't know, they influence my decisions in some way. Sur la façon dont je me comporte avec les autres, oui, je pense. Il y a encore plein de gens qui pensent que les aînés sont toujours plus matures, par exemple. Pourquoi? 2 raisons selon elle. La première, c'est qu'on se reconnaît un peu comme à la lecture d'un horoscope. Quand on entend que l'aîné est plus sérieux, on va tout de suite associer plein d'exemples qui confirment cette idée et mettre de côté tous ceux qui tendent à prouver le contraire. Et deuxième élément de réponse, mon préféré, pourquoi les aînés paraissent plus matures? Tout simplement parce qu'ils sont plus vieux. Ils sont littéralement pas au même stade de leur vie. Donc les enfants ont certes des parcours différents en fonction de leur position dans la famille, mais statistiquement les recherches montrent que tous les traits de personnalité sont possibles, et non seulement ça, avec les mêmes probabilités pour chaque position dans la famille. Mais maintenant, un autre sujet qui lui a son importance. Selon vous, qui gagne le plus d'argent, Adam ou Damien? Damien. Damien. Je pense que c'est Pure gut feeling, yeah, I would say the guy on the right. Because he looks like a little bit more like adult, like he's a little bit more, okay, you know what I mean, grown up official hair, the beard, and he looks like some, yeah, gut feeling, the guy on the right, Damien. Même question, qui gagne le plus, Aline ou Mélanie? En fait, ces personnes n'existent pas, ces visages ont tous été générés par IA. Mais si vous avez répondu Damien et Mélanie, vous venez de faire l'expérience de l'effet de halo. Lorsqu'on trouve qu'une personne a une bonne apparence physique, on a tendance à penser que d'autres aspects de cette personne sont aussi positifs alors qu'on ne les connaît absolument pas. Donc on se dit inconsciemment, Mélanie et Damien ont dû avoir plus de succès dans leur carrière et sûrement plus d'argent. Alors faut pas se jeter la pierre pour autant, c'est un biais cognitif énormément répandu, comme le montre cette expérience qui a beaucoup fait parler, intitulée « Pourquoi la beauté importe ». Les chercheurs ont constitué un petit groupe de 165 volontaires. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils refassent l'expérience avec plus de gens, mais c'est déjà ça. Certaines personnes se voient attribuer le rôle d'employé et doivent remplir leur CV avec une photo, puis chacun doit résoudre des labyrinthes sur un ordinateur. Les autres se voient attribuer le rôle de supérieur, donc ils observent les résultats des employés et leur CV, puis donnent une estimation de leur productivité. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils ont vraiment noté leur performance au labyrinthe ou est-ce qu'ils ont été influencés par les photos? Pour ça, les chercheurs constituent un deuxième groupe indépendant de 50 autres personnes qui forment un jury. Ils doivent uniquement noter la beauté pour chacun des employés à partir de cette même photo. Et en croisant les résultats des deux groupes, l'équipe conclut, les employés considérés comme physiquement plus attirants sont à tort perçus comme plus compétents par leurs supérieurs. Ils n'avaient pas de meilleurs résultats pour résoudre les labyrinthes, mais ont été mieux notés pour une même performance. Les chercheurs ont refait l'expérience en remplaçant cette fois la photo et le CV par une interview en face à face. Et là, les résultats sont encore plus marqués. Les personnes les plus belles ont eu le privilège de recevoir une note encore meilleure à performance égale.
En anglais, on parle de pretty privilege. J'ai jamais connu le pretty privilège. Pretty privilege. Beauty privilège. Vous avez déjà vu cette photo de Jeremy Mix. En 2002, il est condamné pour vol et violence sur mineurs, puis en 2014 pour délit de port d'armes par un criminel. Cette photo d'arrestation a fasciné, fait le tour du monde. Il a reçu un contrat de mannequinat alors qu'il était encore incarcéré. Et aujourd'hui, il est toujours mannequin, suivi par plus d'1 million de personnes sur son compte Instagram. Autre chose intéressante pour le prochain thème, Jeremy Mix fait 1m85. Pour la taille, je vous la fais vite, avec cette méta-analyse qui fait la synthèse de 42 études sur le sujet et qui conclut: plus les personnes sont grandes, plus elles ont tendance à gagner de l'argent. En Amérique latine, une augmentation de 10 cm de la taille est associée à une augmentation moyenne du salaire de 14%. Viennent ensuite l'Asie, le Royaume-Uni, l'Europe, les États-Unis et l'Australie. Il semble que l'effet est encore plus important pour les hommes que pour les femmes. Les facteurs culturels peuvent donc jouer un rôle dans cet avantage à être grand. Alors d'ailleurs, on parle d'argent, non pas que ce soit le but ultime, mais au moins ça permet d'avoir un critère objectif de comparaison. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous. Et avant de passer au sujet suivant, j'en profite pour dire que je suis aussi conférencier en sciences et en environnement. Mon mail est ici et en description avec le lien de mon tout nouveau site. Et merci à Loane qui est au montage et à Emilien et Bastien qui m'ont aidé pour les recherches et l'écriture. Voici Margaret Thatcher en 1960. Écoutez bien l'intonation de sa voix. Very much so. I've done a good deal of other speaking, but speaking in the House of Commons is quite different. It's a unique experience. Et maintenant, la voici en 1983. I think we shall have to make up our minds about the cabinet very quickly. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, bien sûr, on peut se dire que sa voix est devenue naturellement plus grave avec l'âge. Mais en fait, quand elle est devenue première ministre, Thatcher a fait appel à Kate Fleming, coach vocal d'Hollywood, pour s'entraîner à parler avec une voix plus grave afin de gagner en autorité. She's learned, as a politician, that high sound is not going to help get her elected. Ça peut surprendre, et pourtant, ça marche. Écoutez ces deux voix, laquelle vous impressionne le plus? You are walking through a valley between two voices. Let me tell you about a voice. Je suis sûr que c'est la deuxième, celle de Morgan Freeman, mais là on n'a encore rien montré de façon scientifique. Pour que ce soit rigoureux, il faudrait que la seule différence soit la hauteur entre les deux voix. Et sinon, tout pareil, donc pas de visuel, le même ton, la même prononciation, etc. C'est exactement ce qu'ont fait les chercheurs de cette étude en 2012. Ils ont organisé des élections fictives entre deux femmes et ont demandé aux participants de voter pour leur candidate préférée uniquement en écoutant la prononciation de la phrase suivante. Je vous invite à voter pour moi en novembre. Aucune information en plus. Ils ont fait la même chose avec deux candidats hommes, avec toujours la hauteur de voix comme seule et unique différence. Conclusion. Nos résultats montrent que les votants, aussi bien les hommes que les femmes, choisissent des dirigeants masculins ou féminins avec des voix plus basses. Cela s'ajoute aux preuves de plus en plus nombreuses que les choix électoraux peuvent être faits sur la base d'impressions superficielles. Cela remet en cause les théories qui affirment que l'appartenance partisane et l'idéologie sont les principales forces qui sous-tendent le choix d'un vote. Est-ce que vous pensez que la première lettre de votre nom de famille, elle a pu avoir une influence au cours de votre vie? Non. Non, pas du tout. Not really, no. Like, I have AB, so usually I was the first and everything ranked on alphabetical order, but nah. Rien à voir. On se doute que le nom de famille entier a son importance, rien qu'en termes de discrimination à l'embauche. Mais là, on cherche des influences plus cachées. Alors la première lettre, influence ou non? Dans certains pays, oui. Aux États-Unis, les chercheurs de cette étude toute récente ont analysé plus de 30 millions de notes attribuées à des étudiants. Deux conclusions. 1. La fatigue de la personne qui corrige. Plus la copie est notée tard par le correcteur ou la correctrice, plus la note attribuée est dégradée. Je cite l'article. Par rapport aux devoirs corrigés dans les 10 premiers, les notes des devoirs corrigés entre les positions 50 et 60 sont inférieures de 0,2 écart type, ce qui représente environ 3,5 points en moins sur 100. Donc si on remet les notes sur 20, ça ferait l'équivalent de 0,7 points en moins. C'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. Et deuxième chose importante, l'ordre par défaut des copies. Les systèmes de formation en ligne américains les plus utilisés présentent les copies par ordre alphabétique au correcteur. Donc les personnes avec une initiale plus éloignée dans l'alphabet font davantage les frais de la fatigue des correcteurs. D'où la conclusion, ces étudiants reçoivent systématiquement de moins bonnes notes et des commentaires négatifs de par leur position désavantageuse dans la séquence de notation. Ce qui, à terme, peut potentiellement conduire à des opportunités d'emploi inéquitables. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on utilise souvent l'ordre alphabétique comme moyen par défaut, mais ça introduit toujours les mêmes biais et toujours dans le même ordre. Présent. Le hasard serait donc ici beaucoup mieux. Un exemple encore plus flagrant a été découvert par les scientifiques de cette étude. L'équipe a montré qu'en recherche en économie,
les personnes avec une initiale en début d'alphabet ont, je cite, beaucoup plus de chances d'être titularisées dans les 10 premiers départements d'économie, de devenir membre de la Econometric Society et, dans une moindre mesure, de recevoir la médaille Clark et le prix Nobel. Pourquoi ? Je pense que vous l'avez senti venir, parce qu'en économie, le nom des auteurs d'une publication scientifique est toujours présenté par ordre alphabétique, ce qui donne plus de visibilité au professeur Benjamin qu'au professeur Pierre. Est-ce qu'on a plus de chances d'être fort en sport quand on est né en début d'année? À mon avis, non. Ça n'a rien à voir pour moi. Feel like it doesn't really make that much of a difference. Voici la distribution du mois de naissance dans la population canadienne. En février, c'est le mois avec le moins de naissances, 7,5% du total de l'année. Juillet, c'est le mois avec le plus de naissances, 8,9%. Mais il y a vraiment très peu de variations, on est toujours autour de 8%. Mais maintenant, on affiche la distribution des mois de naissance des joueurs professionnels de NHL, la National Hockey League. Ils sont beaucoup plus souvent nés en début d'année et beaucoup moins en fin d'année. Pourquoi? Est-ce que c'est une histoire de signe astrologique? Pas du tout, c'est juste une question d'écart d'âge au sein d'une promotion. Quand on est jeune, les équipes sportives sont réparties par âge en se basant sur l'année civile. Donc au sein d'une équipe, un enfant né en janvier a quasi 12 mois de plus qu'un autre né en décembre. Et quand on est très jeune, ça fait une différence énorme en termes de maturité physique. On appelle ça l'effet d'âge relatif. Conclusion de l'article, les enfants nés en début d'année ont un avantage car plus âgés que leurs partenaires de hockey, sont donc plus souvent sélectionnés dans les meilleures équipes lorsqu'ils sont jeunes, donc se perfectionnent dans leur discipline et creusent ainsi l'écart avec les personnes nées en fin d'année. Les stats montrent que leur carrière est en moyenne meilleure. Ce phénomène a été identifié dans beaucoup d'autres sports, le foot, le basket, le baseball, etc. Et imaginez pour une rentrée des classes en France, c'est le même phénomène. Vous avez les plus jeunes qui sont nés fin décembre, ils commencent l'école à 2 ans et 8 mois, et les plus âgés nés début janvier ont eux 3 ans et 8 mois, 1 an de plus à cet âge-là, c'est énorme. Énorme! Donc aucune chance pour les personnes nées en fin d'année, pas forcément, surtout d'après cette étude qui va plus loin. Le sujet c'est encore les joueurs de NHL au Canada, mais cette fois ils font la distinction entre joueurs pro d'une part, et d'autre part une sélection encore plus fine, les tout meilleurs joueurs, donc ceux sélectionnés au All-Star et les membres de l'équipe olympique. On retrouve le résultat que chez les pros, les joueurs nés dans les 3 premiers mois de l'année sont surreprésentés, quelle que soit l'équipe, mais chez les tout meilleurs joueurs, c'est très différent. Ils sont beaucoup moins nombreux à être nés en début d'année, même encore moins que la distribution moyenne de la population. Et ça aussi bien chez les All-Stars que chez les sélectionnés au JO. Conclusion de l'article, chez les tout meilleurs, c'est l'effet inverse, ce sont les joueurs nés en fin d'année qui sont surreprésentés. Pourquoi? Ils appellent ça l'effet outsider. Le peu de joueurs de fin d'année qui ont réussi à se maintenir dans les équipes, malgré leurs désavantages de jeunesse, malgré leur déficit physique dans un environnement où la concurrence est plus rude, eh bien ces jeunes joueurs se sont adaptés et ont pu exploiter un plus grand potentiel pour le reste de leur carrière. Je trouve ça fascinant parce qu'au quotidien, on peut se dire que notre vie ne dépend que de nos choix, alors qu'on voit à quel point un élément aussi anodin que le mois de naissance peut jouer sur une carrière et sur une vie. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Et le mérite dans tout ça. C'est toute la République le mérite. C'est l'histoire du petit garçon qui n'a rien, qui peut devenir un président de la République. Il y a des pays entiers qui se sont construits sur cette idée de mérite, que tout est possible quand on a le courage et l'audace. Gravir les échelons, c'est possible, oui, mais sûrement infiniment plus dur pour certaines personnes. Surtout que dans cette vidéo, on a mis en lumière des biais un peu cachés, auxquels on ne pense pas tous les jours, mais il y a bien sûr plein d'autres situations, je pourrais faire d'autres vidéos si ça vous dit, qui font qu'on n'a pas la même égalité des chances. Comme par exemple handicap, discrimination ou encore la situation socio-économique de notre famille. En France, on pourrait penser que l'école gomme certaines inégalités sociales, mais plus on augmente dans la sélection, plus le fossé se creuse. C'est ce que montre la thèse de Stéphane Benveniste. Il a analysé une base de plus de 374 000 diplômés admis entre 86 et 2015 dans 12 grandes écoles françaises. Il montre que les chances d'intégrer l'école si son père en est diplômé sont multipliées par, je vous en lis quelques-uns, par 328 pour l'école des mines, x 266 pour le NS Ulm, ou encore x 107 pour l'ESSEC. Et attention, je précise, là ce n'est pas une augmentation de 100%. Augmenter de 100%, c'est en fait que doubler, donc faire x2, ce serait très peu par rapport à ce qu'on voit. Non, là on a bien 107 fois plus de chances d'intégrer l'ESSEC, ou encore 365 fois plus d'intégrer le SPCI si notre père a fait cette école. Et bien sûr ensuite, les études ont un impact significatif sur les opportunités professionnelles. Donc on aime montrer les contre-exemples, les personnes qui ont réussi alors que rien ne les prédestinait. Ça fascine, ça fait croire que oui, il n'y a que la volonté qui compte. Mais la réalité est tout autre.
Le mérite est surestimé, glorifié. J'espère que cette vidéo aura eu le mérite de le démontrer. À très bientôt.